Bonjour, je vous remercie de votre présence et je remercie la Pulpe de son invitation. Alors j'assume totalement mes deux casquettes, celle du politologue spécialiste de l'alimentation et celle du citoyen engagé. J'ai été pendant de très nombreuses années président pour la France d'une toute petite ONG qui s'appelle le Centre Europe Tiers-Monde, dont la devise est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et au titre de cette ONG et de quelques autres, j'étais à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où je m'occupais plus particulièrement de la situation de l'alimentation. Et j'ai lancé, il y a quelques semaines, avec un collectif, un appel pour la défense de l'élevage paysan et des animaux de ferme, qui a été signé côté paysan par de nombreuses organisations, comme la Confédération paysanne, comme le MODEF, comme Nature et Progrès, comme Biolay, et du côté mangeur, je préfère dire mangeur à consommateur, par le mouvement Slow Food international, par les AMAP et par de nombreuses figures de l'écologie et de la solidarité nord-sud. Le philosophe de l'Antiquité, Démocrite, disait « Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête ». Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête, et c'est cette maxime que j'aimerais mettre au cœur de notre débat cet après-midi. Nous connaissons aujourd'hui une double révolution alimentaire. La première révolution, vous la connaissez, c'est celle du contenu de l'assiette. Que mangera-t-on demain ? Alors il y a un débat entre experts. Est-ce que le taux de renouvellement va être de 70% ou de presque 100% ? Je dirais peu importe. Ce qui est certain, c'est que nos enfants, nos petits-enfants, ne mangeront pas comme nous. Alors vous allez me dire, mais nous-mêmes, nous ne mangeons pas comme nos propres parents mangeaient. Et vous avez raison. Mais ce qui est nouveau, c'est à la fois l'ampleur, le rythme de ce changement, et surtout le fait qu'ils ne répondent plus d'abord à des évolutions culturelles, mais tout simplement à des impératifs économiques et techniques. Cette première révolution du contenu de l'assiette, vous la connaissez, c'est celle des OGM, des alicaments, des aliments restructurés, bref, des biotechnologies alimentaires. Et le maître mot de cette première révolution, c'est l'industrialisation des produits, la dénaturation des aliments. Et je voudrais exposer en quelques mots, quelques-uns de ces miracles technologiques que nous préparent les grandes firmes. Tout d'abord, les aliments restructurés. Par exemple, la viande restructurée, c'est déjà 57% de la viande consommée aux États-Unis. Alors, la viande restructurée, c'est pas de la viande hachée. Au départ, j'ai un véritable animal avec ses os, sa peau, ses viscères. Je mets cet animal dans une grosse machine qui va le broyer, en faire une solution aqueuse, semi-liquide. On aura une sorte de bouillie et je vais restructurer cette viande, la refibrer, la recoloriser et faire une sorte de rôti de bœuf presque plus vrai que nature, puisque je vais faire une étude de marché. Je vais demander aux gens, pour vous, la viande de bœuf, ça quelle couleur ? Rouge carmin, pas de problème, on vous le fabrique. Il n'y a pas que la viande qui est restructurée. Si parmi vous, il y en a encore quelques-uns qui ont l'habitude d'aller manger dans ce que j'appelle les néfast food, et que vous commandiez un Big Mac. À l'intérieur d'un Big Mac, vous avez notamment de l'oignon. C'est de l'oignon restructuré. C'est-à-dire qu'on prend là encore des dizaines de milliers d'oignons, on les broie, on en fait une sorte de bouillie, et on va ensuite restructurer des plaques d'oignons. Alors vous dire pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que les oignons, ça a la mauvaise habitude de ne pas avoir toujours le même goût. Ça dépend de la variété de l'oignon, ça dépend de la qualité du sol, ça dépend de la quantité d'eau et de soleil. Alors vous allez me dire, c'est extraordinaire, ça crée de la diversité. Et vous avez raison du point de vue du mangeur. Mais vous avez tort du point de vue des logiques des grandes firmes qu'ils veulent un produit toujours standardisé, toujours homogène, finalement un produit un peu aseptisé. Ces aliments restructurés, c'est ce que nos enfants ou petits-enfants mangent également dans les cantines,
puisque vous savez que depuis quelque temps, il est interdit d'utiliser des œufs frais et qu'on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des ovoproduits. Alors ces ovoproduits, c'est par exemple des œufs cuits durs sous forme de longs bâtonnets. Alors là, pour l'instant, ça vient encore de poules. C'est-à-dire, j'ai des vrais œufs, on sépare industriellement le blanc et le jaune, on coule le jaune sous forme de bâtonnet et ensuite avec des colles alimentaires, on colle le blanc autour. Et on nous dit c'est merveilleux parce que comme ça, déjà tous les morceaux d'œufs se ressemblent et puis le jaune n'a pas la mauvaise habitude d'aller se détacher du blanc et d'aller polluer la salade. Mais il n'y a pas que les aliments restructurés, il y a également les aliments irradiés, les aliments ionisés comme on dit, pour faire bien. C'est-à-dire que l'irradiation des aliments, ça consiste tout simplement à irradier à très faible dose les salades, les haricots, les fruits et les légumes, pour transformer une matière vivante en matière morte, afin de pouvoir conserver plus longtemps dans le commerce ces produits alimentaires. La conséquence, vous la connaissez, c'est la destruction de l'agriculture locale. C'est tout simplement le développement du commerce alimentaire mondial. Et puis, il y a bien sûr les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Première génération, vous connaissez bien, mais nous en sommes aujourd'hui à la 2e et 3e génération. Par exemple, la mutagénèse. Ce sont des chocs provoqués chimiquement sur les semences et les plantes afin de les rendre résistants aux herbicides. Et ces mutations ne rentrent pas dans le cadre juridique des OGM, donc ne sont pas soumises à contrôle. C'est déjà 1700 espèces qui sont concernées et 3000 variétés. Ce sont des OGM cachés. Et puis il y a les aliments cisgéniques. Là, on transfère des gènes entre organismes qui pourraient normalement se croiser. Et vous avez déjà mangé, sans le savoir, des pommes cisgéniques. C'est-à-dire des pommes modifiées pour ne plus brunir une fois qu'on les a épluchées. Ou alors des melons à maturité retardée. Ce qui permet, là encore bien sûr, de développer le commerce mondial. Donc aliments restructurés, aliments génétiques, mais également nano-aliments. Les nano-aliments, c'est une des branches de la fameuse révolution nanotechnologique qu'on nous promet pour le XXIe siècle. Les nano-aliments, ce sont des particules de l'ordre du millionième de millimètre. Alors ça, c'est très utilisé par exemple pour le café. Depuis 30 ans, on a remplacé les anciens plants de café par des nouveaux plants beaucoup plus productifs, qui ont un rendement énorme, mais qui donnent un café horrible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On colle des nanocapsules sur la poudre de café. Et lorsque vous versez de l'eau chaude, ces nanocapsules explosent et libèrent des arômes. Alors, comme je parle d'arômes, petite précision juridique. Si, en bon consommateur averti, vous lisez les étiquettes et que vous voyez sur un produit arômes naturels, vous vous dites ce sont des arômes tirés de la nature. Et oui, vous aviez raison il y a 13 ans. Mais maintenant, c'est faux. Arôme naturel, juridiquement, ça veut dire arôme qui a son équivalent dans la nature. C'est-à-dire qui correspond aux mêmes caractéristiques organoleptiques. Alors, toutes ces monstruosités agricoles ne sont que des signes avant-coureurs de mutations beaucoup plus fortes. Il y a 2 rapports récents d'académie militaire. Les militaires sont des gens sérieux. Et notamment, l'armée américaine et la CIA s'intéressent de plus en plus à l'alimentation depuis que les experts de la CIA ont découvert que les aliments d'aujourd'hui consomment plus de calories qu'elles en apportent. En 1954, il fallait 1 calorie de pétrole pour produire 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on marche totalement sur la tête. Et 2 académies militaires, celle de Grande-Bretagne et celle du Canada, nous disent l'agriculture industrielle telle qu'on la connaît est incapable de nourrir à terme 8, 9, 10 milliards d'humains.
Et donc, ce qu'il propose, c'est pas de revenir à une agriculture paysanne. Ce qu'il propose, c'est d'aller encore plus loin dans l'industrialisation et d'en finir avec ce qui nous semble naturel, ce lien entre notre alimentation de tous les jours et l'agriculture et l'élevage. Alors cette première révolution, celle du contenu de l'assiette, en masque une seconde tout aussi importante. Non plus qu'est-ce qu'on mangera demain, mais qu'est-ce que manger veut dire. Quel est notre rapport à l'alimentation? Et là, le maître mot, c'est la déstructuration de la table. On mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, et vous le verrez dans quelques minutes, avec n'importe qui. Cette déstructuration de la table, elle passe déjà par sa désymbolisation. On va voir cet après-midi que la table, dans l'histoire, ça a d'abord été un langage. Par exemple, manger chinois. Manger chinois, c'est pas simplement manger du riz avec des baguettes. Ça, c'est l'apparence. C'est le produit marketing. Manger chinois, c'est savoir que chaque produit, de par sa forme, de par sa couleur, de par sa consistance, de par son mode de cuisson, signifie quelque chose. Que par exemple, pour un repas amoureux, il faut obligatoirement partager des mets arrondis. Parce que la sphère est le symbole de l'amour. Que pour un repas d'anniversaire, il faut offrir des mets allongés, comme de longs vermicelles, parce que c'est une promesse de longévité. Et la table chinoise, ce sont des milliers de symboles de ce type, qu'il faut bien sûr savoir décrypter, qu'il faut savoir lire. Mais il n'y a pas que la table chinoise. La table française a encore des symboles alimentaires. Pourquoi sommes-nous un certain nombre à partager une bûche au moment des fêtes de fin d'année? C'est en souvenir d'une pratique multiséculaire qui consistait à brûler une bûche de bois dans la cheminée au moment des changements d'équinoxe. Et si ce bois qu'on choisissait suffisamment vert et qu'on humidifiait au besoin tenait jusqu'au petit matin, c'était une promesse de fécondité pour la terre et pour les femmes. Et là, nous sommes effectivement dans quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans un langage. Nous sommes dans l'humain, et pas simplement dans la biologie. Avec mes étudiants, ça fait presque 30 ans, alors c'est plus les mêmes étudiants, que je suis l'évolution du repas amoureux. Parce que franchement, lorsqu'on est amoureux, on aurait tellement d'autres choses à faire que passer à table, et pourtant on passe à table. C'est bien la preuve que quelque chose d'essentiel se joue dans le repas amoureux. Imaginons un repas amoureux dans une pizzeria. Je commande 2 pizzas différentes, je les tranche et on s'échange ces moitiés de pizza. Ça, c'est merveilleux parce qu'on est dans l'humain, on est dans le symbolique. Et c'est cette dimension-là qui a malheureusement très largement disparu. Quel est le plat le plus consommé aujourd'hui au monde? C'est pas le Big Mac, c'est la pizza. Mais comment a-t-on fait pour mondialiser la pizza? Il a fallu enlever ce qui était trop typé, trop italien, l'ail et le basilic frais. Et on en a fait une sorte de pâte sur laquelle on peut mettre presque n'importe quoi, y compris de l'ananas. C'est-à-dire que cette perte culturelle du produit, ça a été la condition de son succès mondial. Le succès des produits industriels, c'est de viser les sensations qu'on appelle organoleptiques de base. Le sucré, le salé, le craquant, le croustillant. C'est-à-dire qu'on va chercher une sorte de palais reptilien, comme on pourrait parler d'un cerveau reptilien. Et je voudrais, avec vous, dans un premier temps, parcourir rapidement 2 millions d'années d'histoire de l'alimentation. Je crois que c'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et plus on regarde loin dans le passé, plus on a des chances de comprendre non seulement demain, mais après-demain. Et vous allez voir que presque tout ce qu'on a dans la tête est faux. Parce qu'on a tout simplement oublié notamment cette dimension symbolique, cette dimension politique de la table. Alors commençons
par les tables de la préhistoire, l'essentiel, c'est de ne pas avoir une vision misérabiliste. C'est-à-dire, dès le paléolithique, nos plus lointains ancêtres sont de vrais humains. Autrement dit, ils savent ce que manger veut dire. Ils ne mangent pas seulement pour vivre, ils vivent pour manger. C'est-à-dire qu'ils y trouvent du plaisir. Première période, le paléolithique, moins 2 millions d'années à moins 7000 ans. Nos plus lointains ancêtres ont d'abord été des végétariens. Puis ils sont devenus des omnivores. Et la consommation accrue de viande, ça a été la première rupture dans l'histoire de l'humanité. Parce que la consommation accrue de viande a obligé au partage, a obligé à la coopération. Et les préhistoriens ont un vieil adage qui est de dire qu'un chasseur ne mange jamais son propre gibier. Et cette époque, c'est celle de l'organisation des premiers grands banquets. Et ces grands banquets étaient des banquets égalitaires. Des banquets où chacun mangeait la même chose. C'est une période où on invente la logique du don et du contre-don. C'est-à-dire qu'on a une telle quantité de viande qu'on est obligé de le partager entre groupes et plus simplement à l'intérieur de la famille ou de la petite tribu. Cette période, c'est également celle où on constitue les premiers stocks alimentaires. Et les stocks alimentaires, dès le paléolithique, c'est le premier bien commun de l'humanité, le premier service public de l'humanité. Et il faut savoir que les stocks alimentaires, au paléolithique, c'est une année de consommation en plus de l'année en cours. Alors comment nos lointains ancêtres stockaient-ils ? Ils stockaient déjà par dessiccation, c'est-à-dire qu'ils coupaient de très fines lamelles de viande ou de végétaux qu'ils faisaient sécher au soleil. Ils stockaient également par congélation. N'oublions pas que la terre, les eaux étaient gelées. Ils stockaient par salage. Ils stockaient également par enrobage de graisse, d'argile, de miel, de sucre. Ils savaient utiliser des herbes ayant des fonctions fongicides. Et la cuisine est née à ce milieu, dans ce contexte. Très souvent, on dit que la cuisine serait née avec la maîtrise du feu. Aujourd'hui, c'est une idée remise en cause. Parce que ce qui fait naître la cuisine, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est-à-dire le désir de changer les saveurs. Et ensuite, la cuisson a précédé, mais de plusieurs millions d'années, la maîtrise du feu, puisqu'on utilisait des pierres chauffées préalablement au soleil. La grande caractéristique de la table dans la nuit des temps, c'est l'amour du gras. Et vous verrez que finalement, l'amour du gras, c'est sans doute la principale caractéristique de l'alimentation humaine. L'ancêtre de toutes les préparations culinaires, c'est un bouillon gras. Deuxième période, pour aller vite, ce qu'on appelle le Mésolithique, moins 7000 ans à moins 3000 ans avant notre ère. Dans notre région, dans le Massif central, le climat devient plus doux, donc l'alimentation va pouvoir devenir davantage végétale. Et on va avoir une véritable civilisation du végétal, avec des végétaux qui sont travaillés pour les rendre comestibles, grâce à des lavages prolongés. On sait les trancher, les faire sécher, les faire rôtir, les faire fermenter, les mélanger de façon savante. Mais deuxième rupture dans l'histoire de l'humanité, c'est à ce moment-là qu'on invente ce qu'on appelle les banquets de compétition. C'est-à-dire que l'aliment devient un bien de prestige et un marqueur de hiérarchie sociale. Regarde, j'ai un plus gros fruit que toi, donc je suis plus important que toi. C'est le début de la division sur la société. Et c'est le moment où une infime minorité, les 1% de l'époque, vont s'approprier les stocks alimentaires. Et là, les préhistoriens se sont cassés la tête pendant 1 siècle et demi en se demandant comment les 99% de l'époque ont-ils accepté de se laisser dépouiller des stocks alimentaires. Ce qu'on sait, c'est que cette appropriation privée des stocks alimentaires s'est fait parallèlement
au développement des premiers phénomènes religieux. C'est lorsqu'une petite minorité s'est approprié le monopole des premières boissons enivrantes et que grâce à l'ivresse, ils ont pu prétendre communiquer avec l'au-delà et communiquant avec l'au-delà, rapporter des messages utilisables à tout le monde, qu'on leur a remis les clés du coffre. C'est-à-dire qu'on leur a remis les stocks alimentaires. Mais pendant très longtemps, en échange, les puissants auront l'obligation de nourrir le peuple. Ça, on le verra dans l'Antiquité. Et globalement, ça durera jusqu'à l'époque de Charlemagne. Je disais, c'est une époque où, pour la première fois, l'humanité est divisée, est éclatée. Et le grand préhistorien britannique, Brian Eden, parle concernant le Mésolithique de la thèse du triple A. Pour lui, ses premiers chefs sont avides, agressifs et accumulateurs. Je ne suis pas certain que c'est beaucoup changé. Troisième période, c'est la table du néolithique. Rappelez-vous vos études dans le secondaire ou le supérieur où on vous disait que la sédentarisation aurait permis le développement de l'agriculture et de l'élevage. On sait aujourd'hui que cette thèse est fausse. Cette thèse est fausse parce qu'il existait déjà des sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires. Et puis également parce que le passage à l'agriculture n'avait rien d'obligatoire. D'ailleurs, ce ne sont pas les gens qui habitaient dans le Massif central qui sont passés du stade de chasseurs-cueilleurs au stade d'agriculteurs et d'éleveurs. On a eu un remplacement de population par des groupes humains venus de ce qu'est aujourd'hui l'Europe de l'Est. Et ces groupes humains qui ont apporté avec eux leur savoir-faire en matière d'agriculture et d'élevage ont apporté aussi leur variété végétale et animale. Je dirais que l'élevage, par exemple, n'apporte strictement aucun avantage par rapport à la chasse. Et globalement, pendant très longtemps, la viande ne sera qu'un sous-produit de l'exploitation lainière ou de l'utilisation du lait, de la laine. L'agriculture au néolithique, c'est pas simplement la poursuite de la cueillette avec d'autres moyens. C'est-à-dire très vite, on va avoir une hyper-spécialisation. C'est-à-dire que dès que nos lointains ancêtres seront cultivés quelques produits, ils vont perdre l'habitude de savoir ramasser ce que la nature nous offre. Et ce qui fait que dès qu'il y aura une mauvaise année, une mauvaise récolte, eh bien l'humanité risquera de disparaître à plusieurs reprises. Le développement de l'agriculture a produit un changement de mentalité, avec notamment l'apparition du thème de la renaissance végétale, donc pourquoi pas humaine. Et je dirais que cela va renforcer notamment la division de la société. Alors de cette table du néolithique aux tables de l'Antiquité, le passage est assez direct. Je voudrais rapidement vous montrer en quoi nous sommes encore largement tributaires des tables de l'Égypte antique, de la Grèce antique et de la Rome antique. L'Égypte antique, c'est la première civilisation à avoir conçu sa table comme un langage. En vieil égyptien, il y avait un seul hiéroglyphe pour dire manger et parler. Je mange égale je parle. C'est-à-dire qu'ils avaient compris le lien entre les deux oralités à peu près 4000 ans avant Freud. Et ils vont donc inventer les premiers symboles alimentaires. Des centaines de symboles alimentaires dont certains sont encore les nôtres. Le pain, par exemple. Le pain comme symbole de la vie éternelle. Et pour les grandes occasions, les Égyptiens mélangeaient de la poudre minérale, c'est-à-dire de la pierre cassée, à la farine. Parce que rien n'est plus dur que de la pierre. Donc manger de la pierre, c'est manger l'éternité. Alors bien sûr, c'est mauvais pour les dents. C'est pour ça que les momies ont les dents abîmées, mais c'est très bon pour l'esprit. Parce que ça permet de penser, de philosopher. Et les vieux Égyptiens vont également inventer le vin comme symbole de l'humanisation.
Boire du vin, c'est dire à l'humanité quelle est sa place. Parce que les dieux égyptiens, contrairement aux dieux grecs et romains, sont réputés ne pas aimer l'alcool. Et les animaux ne boivent pas d'alcool. Donc boire du vin, c'est dire aux hommes quelle est leur place entre les dieux et les animaux. Alors on fabrique des centaines de pains différents, des pains plats, des pains ronds, des pains carrés, des pains ovales, coniques, avec une capacité centrale où on peut mettre des œufs, des légumes, etc. Ce qui est important, c'est de se dire que l'Égyptien moyen ne se dit pas « Tiens, ce matin, je vais choisir tel pain ». On choisit tel pain en fonction de son rang social. On choisit tel pain en fonction de l'événement que l'on veut fêter. Pour aller très vite, ce que l'on doit ensuite à la table grecque, c'est la notion de partage. De la même façon que dans l'Égypte antique, on avait un seul mot pour dire manger et parler, dans la Grèce antique, il y a un seul mot pour dire manger et partager. Je mange égale je partage. Dai. Je mange égale je partage, et lorsque dans la Grèce antique, quelqu'un est surpris en train de manger seul, c'est le déshonneur. Et dans les sociétés antiques, le déshonneur, ça ne pardonne pas. C'est soit le suicide, soit l'exil. Mais les Grecs anciens savaient bien que parfois on ne pouvait pas faire autrement que se nourrir seul. Mais ils faisaient une différence entre ce qui était la nutrition, qui ne concerne que le corps biologique, l'animal qui est en nous, et l'être social, l'être politique. Et lorsqu'on était obligé de s'alimenter seul, il fallait obligatoirement manger debout, obligatoirement manger des restes, et obligatoirement manger froid. Mais pour un grec ancien, ça, ce n'était pas manger. Le repas grec, il était conçu en deux temps. Il y avait déjà un premier moment qu'on appelait le depnon, qui était consacré aux aliments solides. Et il devait obligatoirement se terminer avant le coucher du soleil. Puisque ce qui est solide, c'est ce qui est structuré, donc masculin, donc ça dépend du soleil. Alors, la première grande question, c'était de savoir avec qui on allait partager notre repas. Et il y avait trois types d'invités obligatoires. Il y avait bien sûr déjà celui qui invitait et ses proches. Il y avait ensuite ses amis. Et il y avait une troisième catégorie, beaucoup plus intéressante. Le mot est resté en langue française avec un sens un peu dévié, c'est ce qu'on appelait des parasites. Les parasites, c'était des fonctionnaires dont le métier était de s'inviter à votre table. Parce que partager à manger avec des copains, ça tout le monde en est capable. Mais partager à manger avec quelqu'un qui éventuellement ne vous revient pas, c'est beaucoup plus méritant. Mais regardez comment cette notion de partage est restée dans le vocabulaire. Le mot copain, compagnon, celui avec qui je partage le pain, le mot ami en vieil araméen, celui avec qui je partage le sel. C'est-à-dire que cette notion de partage est consubstantielle à l'alimentation. Alors comment mangeait-on aussi dans l'Antiquité? Vous avez vu des reproductions ou des films où on nous le montre. On mangeait toujours semi-allongé. Alors quand nous mangeons semi-allongé, c'est pour être tranquille, pour être peinard. Mais très franchement, ça c'est pas très propre de la Grèce antique. Si on mangeait allongé, on verra que tout le monde n'avait pas le droit de manger allongé, c'est parce que les Grecs anciens étaient convaincus que lorsqu'on est allongé, cela détend les muscles du dos. Ça, c'est plutôt vrai. Ils en déduisaient, ça c'est moins sûr, que ça libérait l'esprit. Si on mangeait allongé, c'était pour pouvoir penser, pour pouvoir philosopher. Et c'est la raison pour laquelle les femmes, les enfants et les esclaves n'avaient pas le droit de manger allongé.
Parce qu'on disait pas qu'une femme ne pouvait pas penser, on disait qu'il fallait surtout pas qu'elle pense. Donc ce premier moment, pour les Grecs anciens, c'était pas l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel c'était le partage, c'était pas le contenu de l'assiette. Si, comme moi, vous aimez lire Astérix, il y a un album d'Astérix assez intéressant, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. On a 3 représentations de banquets. On a le banquet spartiate, donc ce qu'on fait de mieux en matière de banquet grec, il y a une olive dans l'assiette. C'est tout. Il y a le banquet romain qui est plutôt juste tel qu'on nous le montre, on en parlera tout à l'heure, et le banquet gaulois, là, c'est totalement imaginaire. Deuxième moment, mais le plus important pour les Grecs anciens, et donc pour une période qui a duré beaucoup plus que notre propre civilisation, c'est ce que les Grecs anciens appelaient, le mot là aussi resté dans la langue française, le symposium. Le symposium, c'était le moment consacré à la circulation de la boisson et de la parole. Et le symposium devait obligatoirement commencer après le coucher du soleil et se terminer avant le coucher du soleil. Puisque ce qui est liquide, les boissons, c'est déstructuré, ça relève du principe féminin, donc ça relève de la lune. Alors comment buvait-on ? On ne buvait pas de façon déstructurée. On apportait d'abord un grand récipient, une grande jarre, qu'on appelait un cratère. Alors pourquoi appelait-on ça un cratère ? Vous êtes bien placé dans votre région pour le savoir, parce que c'est du cratère du volcan que jaillit la lave. Et c'est du cratère, c'est-à-dire de la grande jarre, où il y a l'alcool que va jaillir la pensée. Et ce premier cratère était bu en l'honneur des dieux. Et ce premier cratère permettait de servir à chaque convive 7-8 coupes. Mais comment résistait-on ? Parce que tout simplement, on mélangeait obligatoirement le vin et l'eau. Alors pourquoi, dans l'Antiquité, mélangeait-on toujours le vin et l'eau ? Parfois on se dit c'est parce qu'ils ne savaient pas faire un bon vin. C'était une sorte de vinaigre. Non, c'est totalement faux. On a les textes de l'époque. Si on avait cette obligation de mélanger l'eau et le vin, c'était pour rappeler l'obligation du mélange dans la société, du métissage, l'obligation de s'ouvrir aux autres. Mais de la même façon d'ailleurs, vous savez qu'au moment des grands banquets dans la Grèce antique, on sacrifiait des animaux et on devait obligatoirement manger de la viande. Sauf que très vite, c'est posé un problème. C'est que dans la viande, il y a des morceaux nobles et des morceaux moins nobles. Pour les grands banquets politiques démocratiques, on mangeait la viande sous forme de fricassé. Parce que quand on fait de la fricassée, tous les morceaux sont équivalents. Et manger une fricassée, c'est manger de l'égalité. C'est-à-dire qu'on avait véritablement une conscience très forte de cette dimension symbolique. Donc, premier cratère, on le boit en l'honneur des dieux. Quelques heures après, on apportait le deuxième cratère, qu'on buvait cette fois en l'honneur des héros, des grands hommes. Et là encore, plusieurs coupes. Troisième cratère qu'on apportait, cette fois, on le buvait en l'honneur des homoi, c'est-à-dire des simples humains, des mortels. C'est-à-dire que tout était pensé pour être ritualisé, pour être symbolisé. Pour aller vite, ce que l'on doit ensuite à la table romaine, c'est la notion de plaisir. Aucune civilisation ne dépensera jamais autant pour sa table que la République ou l'Empire romain. Et c'est vrai que les Italiens sont toujours des obsédés de la table. Et c'est pas par hasard qu'on avait fondé le mouvement Slow Food il y a 30 ans en Italie. Et ces Romains, Italiens, obsédés de la table, dépensaient tellement que le pouvoir a dû à l'époque élaborer des lois qu'on appelait des lois somptuaires, visant à limiter les dépenses alimentaires. On disait pour un repas de mariage, c'est tant d'argent, pas plus. Pour un repas entre copains, c'est tel plat, pas tel autre plat. Et il y avait des milliers de règles, de lois. Bon, on est d'accord que si on fait des lois, c'est pour les faire respecter, ce qui ne va pas toujours de soi. Donc il y avait des brigades de police.
Vous étiez tranquillement chez vous, assis à table, plus exactement couché, et on tapait à la porte. C'était une descente de police et on venait vérifier le contenu de vos assiettes. Si on vous surprenait en train de manger ce qu'il ne fallait pas, vous aviez une amende. Et si ça se répétait trop souvent, une peine de prison. Alors bien sûr, nous, ça nous choque. Parce que nous avons perdu la conscience que notre alimentation engage toute l'humanité. Que la façon dont on mange a des conséquences pour les autres. Mais là où ça va devenir encore plus intéressant, c'est que les Romains ne cesseront jamais de tricher. Et qu'ils vont inventer ce qu'on appelle une cuisine des subterfuges. C'est-à-dire qu'ils vont donner l'apparence, la forme, le goût de choses légales à des choses interdites. Et ils vont également utiliser ce qu'on appelle une cuisine des métamorphoses. Aucun peuple n'a mangé autant d'huîtres que les Romains. À tel point qu'on a mis des règles pour interdire la consommation d'huîtres durant plusieurs mois dans l'année. Eh bien, les grands chefs de l'époque vont fabriquer avec des vraies coquilles d'huîtres, mais des fausses huîtres à base de champignons. Et on a encore quelques chefs italiens qui maîtrisent parfaitement ces recettes et je peux vous assurer que, effectivement, c'est à se tromper. Donc les Romains accordent une place essentielle à l'alimentation, mais également vont en faire un bien commun, un service public. Rappelez-vous, là encore, quand vous étiez à l'école, on vous parlait sans doute de la fameuse maxime romaine sur les jeux du cirque et le pain gratuit. Et c'est vrai que les citoyens romains avaient les jeux du cirque et le pain gratuit. Mais lorsqu'on parle de pain gratuit, c'est une image. Ils avaient en réalité les légumes gratuits, la viande gratuite et l'eau gratuite, avec la construction des aqueducs. Et il y a eu un débat pendant 2 siècles et demi pour savoir si le vin devait aussi être gratuit, avec des manifestations de rue. Et les puissants ont dit, non, faut quand même pas exagérer, on vous offre déjà l'eau, on va pas en plus vous offrir le pinard. Alors cette gratuité du pain, c'est-à-dire en fait de l'alimentation, je dirais, compte tenu de ce qu'était la société à l'époque, on pouvait pas faire mieux en matière de service public. Elle avait aussi une contrepartie négative. C'était le pillage de l'Afrique du Nord. D'où les guerres de Carthage. C'est-à-dire qu'on pillait les colonies pour pouvoir assurer cette alimentation gratuite pour la population romaine. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a conservé de l'Antiquité ? Finalement 3 choses. Cette table conçue comme un langage, cette table reçue comme un partage, également. Je dirais que lorsqu'un ami nous rend visite, on lui propose automatiquement à boire. Et refuser de trinquer, c'est bien une façon de dire la distance que l'on souhaite établir. Et puis ce que l'on doit à la table romaine, c'est cette notion de plaisir. Alors après la préhistoire, je voudrais remonter notre propre histoire depuis la table gauloise. Vous savez que les Grecs et les Romains étaient offusqués par la façon dont les Gaulois mangeaient. Dans la guerre des Gaules, Jules César commence à dire qu'est-ce que c'est déjà que ces Gaulois qui mélangent le vin, enfin qui boivent leur vin pur, sans le mélanger avec de l'eau. Dire qu'ils boivent le vin à la façon de la bière. Ce qui, à l'époque, est considéré comme un tabou absolu. Mais ce qui choque surtout les autres peuples, c'est que les Gaulois, qui sont à l'époque les meilleurs agriculteurs et éleveurs, sont restés en même temps des chasseurs et des cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils vivent parallèlement plusieurs époques historiques. Ce qui apporte au peuple une autonomie alimentaire considérable. Ce qu'ils font qu'ils sont beaucoup moins dépendants des puissants, du système qui a été mis en place. La grande caractéristique de la table gauloise, c'est que pour la première fois, les hommes, les mâles, vont manger à la façon des femmes, des enfants et des esclaves, c'est-à-dire assis à table. Et pour la première fois, également, on va inventer le repas familial, où les hommes, les femmes, les enfants mangeront ensemble, et je dirais mangeront ensemble autour
du plat qui fédère, c'est-à-dire la consommation de porc. Ça, je dirais que c'est la face radieuse de la table gauloise. Il y a une face obscure. C'est que dans la Gaule antique, on va inventer l'obligation de gaspillage. C'est-à-dire qu'on va être obligé de gaspiller de la nourriture pour montrer son pouvoir. On sait qu'au moment des grands banquets, plus de la moitié des amphores ou des tonneaux seront cassés sans être bu. Plus de la moitié des animaux abattus seront enterrés sans être consommés. Je gaspille, c'est donc la preuve que j'existe. Mais je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé. Pensez qu'aujourd'hui, 36% de l'agriculture mondiale est gaspillée à tous les stades. Au stade de la production, du conditionnement, du transport, de la distribution, et chacun chez soi. 36%, c'est une moyenne mondiale. Dans les pays riches, nous en sommes à plus de 40% et parfois presque à 50% d'alimentation gaspillée. Mais là aussi, un tel gaspillage dans les pays riches, c'est bien une façon indirecte de dire aux Africains, nous, regardez ce qu'on peut se permettre quand même. Deux chiffres sont très intéressants. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars sur la table pendant 25 ans et plus un seul humain ne meurt de faim. Bon, budget mondial militaire, 1600 milliards. Marché publicitaire mondial, 780 milliards. Mais le seul gaspillage nord-américain, États-Unis et Canada, 100 milliards de dollars par an. 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Donc les Gaulois ont inventé le gaspillage, mais on en est les dignes héritiers. Je dirais que la Gaule antique, c'est une fédération. C'est une fédération d'États, et pour pouvoir être élu prince, roi, il faut nourrir son peuple. Et on va organiser des grands banquets où la population sera nourrie pendant des semaines, parfois des mois. Cette capacité à être le roi nourricier, c'est quelque chose qui marquera durant très longtemps l'histoire de l'humanité. C'est en fait une sorte de clientélisme. On achète les suffrages en donnant à manger. Mais en même temps, c'est l'assurance d'un certain droit à l'alimentation. Alors vous voyez dans les banquets gaulois, dans Astérix, des bagarres constantes. Il faut savoir qu'en réalité, c'était exactement l'opposé. C'est-à-dire que pour les grands banquets, notamment les banquets officiels, il y avait une sorte de police qui était là pour veiller à ce qu'on ne tienne pas de propos notamment politiques. C'est-à-dire de propos capables de gêner les autres. Et donc on avait une façon très policée de manger. Alors, la table gauloise, pour développer un peu plus, c'était une table excessivement diversifiée. Alors, on utilisait, bien sûr, à la fois des boissons comme la cervoise, la bière, de l'hydromel, du vin. On avait également, à cette époque, une autosuffisance en graines, blé, orge, millet, avoine, très très peu de légumineuses comme des pois, des fèves, beaucoup de plantes potagères. Les végétaux étaient consommés en salade, en soupe, et on ajoutait différentes choses au bouilli, beaucoup de fruits, beaucoup de baies sauvages, des prunelles, des pommes, des merises, des framboises, des fraises, des prunes, du raisin. Le pain était réservé aux seuls aristocrates, il était interdit aux gens du peuple de consommer du pain. Les Gaulois, je vous l'ai dit, étaient d'excellents éleveurs, donc beaucoup de bœufs. On utilisait le lait des vaches pour fabriquer du beurre, du fromage. On élevait des moutons, des chèvres et surtout
surtout le porc. Le porc qui a remplacé en fait très vite la présence très importante des chiens. Les chiens avaient une fonction dès la préhistoire qui était à la fois de nettoyer les camps, puisqu'ils consommaient les excréments humains, mais également ils servaient à la garde, et puis c'était des animaux de prestige. Une façon de marquer son pouvoir. Donc les Gaulois étaient les meilleurs spécialistes de la charcuterie. La bière était la boisson traditionnelle avec des bières d'orge, parfois de froment, des bières aromatisées, notamment au miel, et la mousse de la bière était utilisée comme produit de beauté pour les femmes. On avait une très grande consommation d'alcool de fruits sauvages, comme la prunelle. Je l'ai dit, on buvait peu de vin et toujours à la façon de la bière, c'est-à-dire pure. Et on avait une grande attirance pour les vins aromatisés, des vins poivrés, des vins au miel, des vins colorés au safran. Le vin ordinaire était très âcre pour une raison technique, c'est-à-dire que les amphores étaient traités avec des résines. Et le goût des résines passait en fait dans les boissons. Après la table gauloise, la table mérovingienne. Moi, j'aurais beaucoup aimé être mérovingien. La table mérovingienne, c'est une table extraordinaire parce que déjà, on mange 3 fois par jour, 3 vrais repas par jour. C'est une table également où la notion de partage est essentielle. Et le repas principal, c'est le lard cru. Donc, grande consommation de charcuterie, beaucoup de saucisses très épicées, des rillettes, de la tête de porc, des épaules salées ou fumées, beaucoup de viande consommée également en bouillie, avec des céréales, des légumineuses. Le beurre et le lard remplacent alors l'huile, qui est la grande caractéristique de la Grèce antique, et de la Rome. Mais les choses vont très mal tourner ensuite, avec la table carolingienne. Et ça va très mal tourner pour 2 raisons. Première raison, c'est que l'Église catholique va réinterpréter le fameux péché de gourmandise. Le péché de gourmandise, historiquement, c'est le fait de manger plus que de raison, c'est-à-dire de faire de son ventre son propre Dieu. Mais très vite, l'Église va faire une deuxième lecture. Le péché de goula, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire le péché de gourmandise, c'est pas le fait de trop manger, c'est le fait de désirer manger comme les puissants, c'est-à-dire d'être envieux. Et c'est le moment où on va introduire une véritable dualisation dans la table. C'est-à-dire qu'on va interdire au petit peuple de manger notamment de la viande. Et le petit peuple qui souhaite manger de la viande, c'est qu'il est envieux, qu'il désire manger au-dessus de son statut social. Et les puissants, eux, ils peuvent s'empiffrer. Mais en revanche, on met une limite, il faut que les repas soient silencieux. Et pour les grandes occasions, on va même lire des textes sacrés. On va lire effectivement des extraits de la Bible. Mais on a cette dualisation de la table, ce séparatisme alimentaire qui se met en place et qui va durer finalement très longtemps. On va réprimer très fortement les styles de vie, les modes de vie populaires et on va tout simplement permettre au peuple de manger du pain, ce qui est nouveau, mais le pain deviendra le substitut de la viande. Et à cette époque va se développer une conception de la table qui marque encore nos esprits. Tout ce qui pousse sous terre, ce qu'on appelle à l'époque les racines, tout ce qui pousse sous terre, c'est plus proche de l'enfer. Donc c'est bon pour le petit peuple. Tout ce qui pousse juste sur la terre, comme des laitues, c'est un statut légèrement supérieur. Donc ça va pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les couches moyennes de la société. Les animaux qui courent sur la terre sont moins dignes que les oiseaux.
Et plus un oiseau a l'aptitude de voler haut, c'est-à-dire plus il est proche du ciel, de Dieu, plus il est noble. C'est-à-dire toute l'alimentation va renvoyer à cette conception. Et si nous avons, y compris des difficultés, aujourd'hui, pour valoriser les légumes, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient effectivement de ces siècles d'endoctrinement durant lesquels on a dit manger des racines, c'est bon pour le petit peuple. La grande période suivante, je vais rapidement, c'est globalement ce qu'on appelle la période de la modernité. Je voudrais vous montrer en quoi notre table actuelle est la conséquence d'un triple volontarisme. Celui de la monarchie absolue, celui de la philosophie des Lumières et celui de la Révolution française. Tout d'abord, la monarchie absolue au moment de Louis XIV. Louis XIV, roi soleil, qui se veut le centre du monde. La France est la fille aînée de l'Église. Nous avons une langue, nous avons une musique, nous avons une danse, nous avons une architecture, nous avons y compris un art de faire des jardins, dit à la française, mais on n'a pas de cuisine. Lorsqu'à l'époque on veut bien manger, on mange italien. Donc ça fait désordre. Donc Louis XIV va convoquer une commission de spécialistes. Plus de 300 personnes, des agronomes, des théologiens, des philosophes. Il va leur dire, inventez-moi la cuisine française. Inventez-moi la cuisine française. Et cette cuisine française, finalement, je vais la résumer en quelques mots. La cuisine française, c'est la cuisine italienne plus l'art des sauces. D'où l'importance des sauces dans notre gastronomie. C'est aussi l'importance de la pâtisserie. Alors, pourquoi ça ? Parce que la pâtisserie, à l'époque, c'est considéré comme une branche de l'architecture. La pâtisserie, c'est ce qui permet de réaliser des formes géométriques parfaites. Or, rappelez-vous ce qui était inscrit à l'entrée des temples de philosophie dans l'Antiquité, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Manger de la pâtisserie, c'est manger de la géométrie, c'est donc manger de l'intelligence pure, c'est manger de la rationalité, et c'est envoyer promener l'obscurantisme religieux. Et c'est la raison pour laquelle on va faire de la pâtisserie l'emblème, le symbole de la table française, et ceci dès la monarchie absolue. Alors Louis XIV prendra un certain nombre d'ordonnances pour assurer ce qu'on appelle le service de table à la française. Le service de table à la française, c'est le principe que l'idéal de vie, ce n'est plus le monastère. Ne pas parler, c'est comme trop parler. C'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est un choix de la modération. Choix de la modération du langage et choix de modération de la table. Et c'est le moment où on va développer ce qu'on appelle le manger naturel. Pas trop d'épices. C'est le moment également où on va manger blanc. On veut que tous les aliments soient blancs. Et on va les colorer pour qu'ils se rapprochent du symbole, tout simplement, de la pureté. Deuxième grand moment qui marque encore notre table, c'est la table des Lumières, la philosophie des Lumières. Les philosophes des Lumières, notamment Diderot dans son encyclopédie, nous dit, et ça c'est révolutionnaire, que la bonne alimentation, c'est l'alimentation populaire. Ceux qui savent bien manger, c'est le peuple. Le bon goût, c'est celui du peuple. L'encyclopédie de Diderot reprend bien sûr l'amour de la pâtisserie, c'est-à-dire de la géométrie. Mais il introduit une autre notion, c'est le refus de la viande. Parce que la viande est considérée alors comme le symbole de la violence, de toute violence. Ne plus tuer d'animaux, ça serait créer le paradis sur terre. Malheureusement, l'histoire a montré que c'était pas si simple. Les principaux dignitaires nazis étaient végétariens, ils n'étaient pas
plus doux pour autant. Et la Révolution française, va dans un premier temps mettre en application la philosophie des Lumières. Avant la Révolution française, on pratiquait ce qu'on appelait la cuisine des mélanges. On mangeait sucré-salé. On mangeait toujours de façon déstructurée. Manger sucré-salé, cette cuisine des mélanges, c'est peut-être bon pour le palais, mais ça ne se pense pas. Après la Révolution française, on mangera soit salé, soit sucré. Avant la Révolution française, on adorait ce qu'on appelait la cuisine du tiède. On mangeait plus ou moins chaud. Là aussi, la cuisine du tiède, c'est peut-être bon pour le palais, mais ça ne se pense pas. Après la Révolution française, on mangera chaud ou froid. Avant la Révolution française, on apportait tous les plats en même temps. On papillonnait. C'est-à-dire chacun pouvait prendre, suivant son statut, les plats qui étaient posés devant lui sur la table. Là aussi, papillonner, c'est sans doute agréable, mais ça ne se pense pas. Après la Révolution française, on va introduire le repas traditionnel que l'on connaît, ce repas ternaire. Entrée, plat principal, dessert. L'objectif, c'est de structurer la table pour pouvoir structurer le palais et structurer l'esprit. Condorcet disait qu'il voulait marier la République du ventre avec la République du cœur, c'est-à-dire du sentiment, et la République de la raison. La grande idée de la Révolution française et des philosophes des Lumières, c'est que c'est à table que se définit la capacité de jugement. Si les gens apprennent à bien différencier les saveurs, il y a peut-être une chance qu'ils apprennent à mieux différencier les idées et à bien voter, pour le dire de façon simple. Et cette conception de la table, eh bien, c'est celle qui va expliquer que l'on donne aux hussards de la République, les maîtres d'école de la 3e République, 4e et début de la 5e, 3 objectifs. Apprendre aux enfants à lire et à écrire. Alors ça, d'ailleurs, c'est nouveau, hein. Avant la Révolution française, les enfants du peuple, ils apprenaient seulement à lire. Ils n'apprenaient pas à écrire. Parce qu'ils n'avaient pas besoin. Écrire, c'est pour donner des ordres. Eux, ils n'avaient pas à donner d'ordre, ils avaient simplement à savoir les lire. Donc la Révolution française dit, on va apprendre aux enfants à lire et à écrire, on va leur apprendre à compter, et on va leur apprendre à différencier les saveurs. Ceux qui, comme moi, dans la salle, ont les tempes un peu grisonnantes, se souviennent peut-être que lorsqu'on était enfant, on avait des cours à l'école pour apprendre à différencier les saveurs. On sentait dans un bocal, par exemple, une moutarde ou du vinaigre. Il fallait aiguiser nos sens. Mais c'était pas pour faire de nous des gourmets. Si on devenait des gourmets, tant mieux. C'était pour faire de nous des gens ayant plus de capacité de jugement. Étant capables dans tous les domaines d'être plus intelligents. La Révolution française va aussi adopter ce qu'on appelle à l'époque la loi du maximum. C'est-à-dire l'alimentation, c'est pas une marchandise comme une autre. Et le pain, notamment, ne doit pas dépasser un certain prix. Les grains non plus, la viande non plus. Il faut garantir à chacun de quoi manger à sa faim. Et on crée, sous la Révolution française, une commission de l'alimentation. Et c'est très intéressant parce que cette commission est présidée par un certain Cracus Babeuf. Cracus Babeuf, l'un des philosophes qui écrira La conspiration des égaux, c'est-à-dire l'un des premiers à avoir pris vraiment au sérieux l'idée d'égalité humaine, pas seulement en abstrait de façon juridique, mais dans les faits. La Révolution française, cependant, elle va mal tourner. Et après 1793, eh bien, je dirais que les nouveaux puissants vont renouer avec ce qu'il y avait de pire dans l'Ancien Régime. Et on va notamment vouloir supprimer les façons populaires de s'alimenter. Et la Révolution française, finissante, va reprendre ce qu'avait déjà entrepris la monarchie absolue, c'est d'arracher systématiquement en France des millions et des millions de châtaigniers. Parce que les châtaignes, qu'on appelle à l'époque le pain de bois, c'est l'alimentation populaire par excellence.
Mais c'est pas l'alimentation imposée au peuple. C'est l'alimentation souhaitée par le peuple. Et lorsqu'on regarde les textes de l'époque, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la châtaigne, c'est une alimentation de feignants. Parce qu'il n'y a pas besoin de trop bosser pour pouvoir bénéficier des dons de la nature. On nous dit aussi, la châtaigne, c'est une alimentation immorale. Parce qu'elle remet en cause l'égalité naturelle entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros muscles pour pouvoir ramasser des bogues et des châtaignes. Et on nous dit, la châtaigne, elle prépare à la révolution. Puisqu'on n'a pas besoin de perdre sa vie à travailler, on va fréquenter les cafés, et dans les cafés, qu'est-ce qu'on fait? On parle de politique, donc on s'échauffe les esprits. Et donc on va envoyer les ancêtres de nos compagnies républicaines de sécurité, les ancêtres des CRS, qui vont aller arracher des millions de châtaigniers en France, mais bien sûr avec des résistances populaires. On va dresser des barricades, on va faire des chaînes humaines autour des châtaigniers. Il y aura des milliers et des milliers d'arrestations, d'exécutions, de déportations. Et à la place de la châtaigne, on va imposer la pomme de terre. Et la pomme de terre, il faut savoir qu'elle a d'abord été, avant la Révolution, refusée par les riches, parce qu'on considérait qu'elle était trop productive. Et là encore, alimentation de feignants. Mais la pomme de terre, elle a été développée par les physiocrates Turgot, donc par l'entourage Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, pour prouver que la révolution agricole viendra des hommes de bien, de ceux qui ont du pouvoir. À l'époque, quand vous achetez une propriété, vous avez l'obligation juridique de planter des pommes de terre. Sauf qu'à l'époque, comme on le dit en Angleterre, la pomme de terre, c'est bon pour les cochons et les Irlandais. Et en France, on dit la pomme de terre, c'est bon pour les cochons et les Bretons. C'est-à-dire que la pomme de terre, c'est bon pour le peuple, mais pas pour les puissants. Et la Révolution française va renouer avec la pomme de terre. Mais dans un premier temps, je dirais, elle va pas pouvoir faire la même chose que Parmentier. Alors vous connaissez bien sûr Parmentier, qui est très loin d'être conforme à la légende qu'on en a fait. Parmentier notamment a expérimenté les variétés qui à l'époque pouvaient être dangereuses d'ailleurs sur les malades, sur les pauvres, d'où des conflits d'ailleurs importants avec les sœurs hospitalières, avec des manifestations de rue des sœurs hospitalières protestant contre le fait qu'on intoxiquait le petit peuple. Donc la pomme de terre, elle a d'abord été royaliste, et lorsqu'elle devient pseudo-révolutionnaire, on peut pas la manger sous la forme d'une tubercule comme on la mange aujourd'hui, donc on la mange sous forme de pain. Et on fait des pains avec 1/3 de farine de froment, 1/3 de farine de seigle, 1/3 de pommes de terre. Et la pomme de terre républicaine qui se mange sous forme de pain mettra un demi-siècle à pouvoir à nouveau se manger sous forme de pommes de terre. Le 19e siècle. Le 19e siècle, ça passe pour être le siècle gourmand. Oui, mais ça, d'accord, c'est vrai pour la bourgeoisie. Le 19e siècle, c'est le siècle, le mot n'existe pas à l'époque, mais de la malbouffe pour le peuple. Et ceci, il faut le reconnaître, avec la bénédiction de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences. Alors déjà, on fait l'éloge de la frugalité pour le pauvre. On n'a pas besoin de beaucoup manger. On fait l'éloge du végétarisme. On fait également l'éloge d'une nourriture maigre, du refus du gras. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a des travaux, notamment d'historiennes anglaises et américaines, qui ont marqué à quel moment dans l'histoire de l'humanité est apparue cette haine du gras. C'est dans l'Angleterre victorienne. La haine du gras, ça a été de pair avec la haine de la sexualité et globalement le refus de tous les plaisirs. Et je dirais que ces haines du gras apparent dans l'alimentation, c'est quelque chose qui marque aujourd'hui très profondément nos esprits. Au 19e siècle, le grand enjeu de l'Académie des sciences, je cite, c'est de passer des aliments à la nourriture. Et l'objectif, c'est de faire manger des os au peuple.
avec des substituts alimentaires, l'océtine, la gélatine, des bouillons de fausse viande, et un personnage essentiel à cette époque-là, le baron von Liebing. L'entreprise existe toujours, qui commercialise des substituts de viande pour les pauvres. C'est le siècle des falsifications, avec une multiplication des pains dits économiques, c'est-à-dire des faux pains. On veut faire du pain avec tout, y compris avec de la suure. On falsifie la viande, on falsifie du vin, c'est-à-dire qu'on fait du vin qui n'a jamais vu un grain de raisin. Vous connaissez peut-être Paul Lafargue, l'auteur du fameux pamphlet « Le droit à la paresse ». Paul Lafargue est aussi l'auteur d'un bouquin moins connu sur les falsifications alimentaires et qui dénonce comment, au XIXe siècle, les puissants se disent « mais on va quand même pas utiliser des bonnes terres agricoles pour nourrir les ouvriers des usines. » Le XXe siècle. Le XXe siècle, ça a été celui de ce qu'on appelle la Révolution verte. C'est-à-dire celui du productivisme agricole. Et je dirais que la Révolution verte a certes permis de nourrir la France et l'Europe, mais cela ne veut surtout pas dire qu'on n'aurait pas pu les nourrir autrement, c'est-à-dire sans détruire les écosystèmes, sans détruire la planète. Et la Révolution verte a enclenché un monde avec toujours moins de paysans. Et la grande question pour le XXIe siècle, c'est pas de savoir si on va pouvoir aller sur Mars. La grande question, c'est de savoir comment nourrir 10 à 12 milliards d'humains. Et est-ce qu'on croit pouvoir le faire avec 400 000 fermes industrielles, ou est-ce qu'il faut plutôt miser, ce qui est mon avis, sur 1,5 milliard de petits paysans à l'échelle mondiale? Il y a deux dangers. Le premier danger, ça serait d'aller vers l'abolition de l'élevage. C'est-à-dire de passer à une agriculture purement végétale. Alors ça serait effectivement un premier danger, parce que si l'agriculture industrielle productiviste actuelle n'est pas capable de nourrir 8-9 milliards d'humains, une agriculture uniquement végane serait tout autant famineuse. La seule solution pour remplacer le fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui détruit la terre, tout ce qui détruit les écosystèmes. Alors, est-ce que l'élevage serait responsable de la faim dans le monde? Non, bien sûr. Je dirais ce qui est responsable de la faim dans le monde, 1 humain sur 8 n'a pas assez à manger. Mais ce qui est responsable, c'est pas un régime alimentaire, c'est un système économique. C'est la destruction de l'agriculture vivrière. C'est l'appropriation du vivant. C'est le gaspillage alimentaire. Et une vache, c'est un petit miracle de la nature. Une vache, elle est capable de brouter de la bonne herbe et d'en faire des calories alimentaires. Est-ce que l'élevage serait responsable du réchauffement climatique? Alors, si on parle de l'élevage industriel hors sol, oui, c'est une cause importante. Mais une prairie avec ses vaches, ce n'est pas une source de carbone, mais un puits de carbone. C'est-à-dire qu'une prairie d'1 hectare absorbe chaque année 1,5 tonnes de CO2. Est-ce que l'élevage serait responsable de la crise sur l'eau potable? Il y a toujours 2 chiffres qui sont avancés. Pour produire 1 kilo de blé, il faut 100 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Oui, mais quand on donne ces chiffres, on confond 3 types d'eau. Il y a ce qu'on appelle l'eau bleue, qui est l'eau réellement consommée par les animaux. C'est 3% des 15 000 litres. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'eau grise, l'eau utilisée pour assainir les installations. C'est encore 3% des 15 000 litres. Et il y a ce qu'on appelle l'eau verte, 94% des 15 000 litres, qui est l'eau de pluie. C'est-à-dire l'eau qui reste dans les prairies. C'est-à-dire à croire le discours abolitionniste par rapport à l'élevage, il vaudrait mieux de l'élevage hors sol, en batterie, que des vaches dans des prairies. Est-ce que l'élevage est responsable de la souffrance animale? Oui, bien sûr.
la production industrielle a créé des conditions ignobles. Mais alors déjà, remarquons que l'agriculture tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Mais ce ne sont pas les mêmes. Pour produire 1 kilo de blé, faut éliminer en moyenne 67 souris. Pour pouvoir, et ça tout jardinier le sait, manger des salades, faut se débarrasser des limaces. Pour manger des pommes de terre, faut éliminer les doryphores. Donc il faut effectivement supprimer des animaux, mais ce ne sont pas les mêmes. Tuer directement des animaux pour les manger, ça serait pas bien. Mais les tuer pour pouvoir manger des céréales, ça serait parfait. La vraie opposition, elle n'est pas entre d'un côté les protéines végétales et d'un autre côté les protéines animales. La vraie opposition, elle est entre la production industrielle de protéines animales et végétales et d'un autre côté, une agriculture et un élevage paysan. C'est-à-dire reposant sur des petites exploitations familiales, sur ce milliard et demi de petits paysans. Si on devait généraliser la suppression de l'élevage, c'est la mort programmée d'un milliard 200 millions de petits paysans dans les pays du Sud, en Afrique, Amérique latine et centrale et en Asie. Alors on dénonce non seulement la consommation de viande, mais l'utilisation des animaux de trait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe à l'échelle mondiale que 65 millions de tracteurs. Ce qui permet aux milliards 200 millions de petits paysans du Sud de vivre, c'est bien l'agriculture polyvalente. C'est-à-dire à la fois cette production de végétaux, de fruits, de viande, de lait et de surcroît de la bonne terre, grâce aux fumures animales. Je dirais, si aujourd'hui on parle autant du rejet de la viande, c'est parce qu'il y a un lobby financier international qui a décidé d'en finir avec l'élevage. Et ce lobby financier, on le connaît, il suffit de regarder les investissements. C'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter. C'est-à-dire des gens qui n'ont strictement rien à voir au départ avec le secteur de l'agriculture. Ce secteur de la fausse viande, c'est l'idée de fabriquer industriellement à partir de cellules souches cette viande que l'on présente déjà comme de la viande dite propre. Sous-entendu, la vraie viande, ça serait de la viande sale. Et on a un consortium européen qui vient d'être créé par le principal financier européen, M. Jeremy Coller. Et M. Jeremy Coller a réuni des grandes firmes qui pèsent aujourd'hui, tenez-vous bien, 2,6 billions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars, avec un seul objectif, tuer l'élevage. Que demain, on n'ait plus d'élevage. Mais, après, je dirais, cette volonté de supprimer l'élevage, eh bien, l'autre solution, c'est aussi d'en finir avec l'agriculture et d'aller vers ce qu'on appelle une agriculture cellulaire. C'est-à-dire, là encore, une agriculture totalement artificielle. Et je dirais, pour conclure, 3 petites choses. Première chose, c'est que la table des pays économiquement les moins riches est souvent la table la plus riche sur le plan culturel, rituel, symbolique. Et que ce sont les pays les plus riches économiquement qui ont inventé la malbouffe. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que la grande chance de la France, c'est l'importance de ce qu'on appelle la restauration sociale. C'est-à-dire restauration scolaire, restauration d'entreprise, hospitalière, pénitentiaire. Plus d'un repas consommé sur 2. C'est-à-dire qu'avec un peu de volonté politique, il suffirait de modifier le cahier des charges du Code des marchés publics pour pouvoir bénéficier d'un extraordinaire levier pour réussir la transition écologique. Moi, je suis pour le retour en régime municipal de la restauration scolaire lorsque cela n'existe pas. Mais si on revient en régime municipal, c'est pas pour faire la même malbouffe que les géants de la restauration commerciale.
C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, assurant la biodiversité. Une cuisine faite sur place et servie à table, et j'ajouterais gratuite. Sur le modèle de ce qui se développe aujourd'hui dans de nombreux pays, notamment du nord de l'Europe. En Suède, depuis 13 ans, tous les enfants d'âge scolaire ont droit, durant toute la durée de leur scolarité, au repas gratuit. Et je dirais que c'est bon, bien sûr, sur le plan diététique, mais c'est bon aussi sur le plan culturel. Puisqu'apprendre à bien manger, c'est aussi important que d'apprendre à écrire ou qu'à compter. Et c'est même bon sur le plan financier, puisqu'apprendre à bien manger, c'est autant d'économies futures pour la sécurité sociale. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Est-ce que vous pratiquez le lundi vert ? Le lundi vert, pour moi, c'est pas seulement un gadget. Le lundi vert, c'est une fausse bonne idée par excellence. C'est-à-dire que le lundi vert, c'est pas forcément un lundi écolo. Tout dépend quelle viande on supprime et par quoi on la remplace. Si je supprime de la viande paysanne, fermière, pour la remplacer par des céréales industrielles, j'ai pas progressé d'un centimètre. Moi, je suis effectivement pour qu'on puisse manger bien tous les jours. Et manger bien tous les jours, ça veut dire développer, renforcer ce qu'on appelle cette agriculture paysanne. C'est reposant sur, à l'échelle planétaire, 1,5 milliard de petites exploitations. Et puis, les lundis verts, c'est un peu le faux nez, permettant également d'avancer vers ce qui serait plus de viande du tout. C'est-à-dire de la fausse viande, à la place. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, lorsque les puissants de la planète, les grands patrons des grandes firmes, se sont réunis au Forum économique de Davos. Et à peine descendus de leur jet privé, ils appellent le bon petit peuple à cesser de manger de la viande. Je trouve qu'il y a effectivement un certain cynisme. Parce que ce ne sont pas les 99% qui bousillent la planète, mais c'est 1%. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'attitude et du rôle de la médecine pendant toute cette période historique par rapport aux besoins donc du corps humain? Que disait-il de l'alimentation? Depuis la nuit des temps, on a cette idée que notre aliment doit être notre médicament. C'est-à-dire cette idée que on est ce qu'on mange. C'est pas quelque chose de récent. Mais en revanche, le contenu que l'on met à ce qui pourrait être une bonne alimentation, une bonne médecine, a varié totalement. Et puis surtout, pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, on considérait qu'il n'y avait pas qu'un type d'humain. On considérait qu'il y avait des humains différents suivant leur statut social. Et donc, il fallait une alimentation adaptée à chacun. Et je dirais que ce discours pseudo-scientifique permettait de légitimer le pouvoir, la puissance, qui était celui d'une infime minorité. Mais je voudrais en profiter pour revenir sur quelque chose sur lequel je suis passé rapidement. Je vous ai expliqué effectivement qu'au Paléolithique, une infime minorité a mis les mains sur les stocks alimentaires, mais qu'en échange, il y a eu ce principe de la ration obligatoire, que l'on retrouve ensuite dans tous les premiers États cités, Sumer, Babylone, etc., dans l'Égypte antique. Les premières grèves de l'histoire de l'humanité, c'est en Égypte antique, lorsque les Égyptiens considèrent que la ration qu'on leur donne n'est pas suffisante ou n'est pas assez diversifiée. Et ce n'est que plus tardivement qu'on va abandonner ce principe qu'on appelait le principe du roi nourricier. Dire un bon roi, c'est celui qui nourrit son peuple. Et on l'abandonne avant tout pour des raisons théologiques. Parce qu'on dit, si Dieu le veut, Dieu pourvoira. Il n'y a plus besoin que la puissance publique se substitue à Dieu et alimente le petit peuple. Bon, alors, et le régime méditerranéen ? Les questions d'alimentation sont toujours des questions très très complexes. Pourquoi ? Parce que
Manger, c'est faire du moi avec de l'autre. C'est incorporer des choses. Donc il y a toujours des craintes. Il y a des craintes à la fois d'intoxication, je dirais biologique, mais ça, c'est pas les plus graves. Il y a des craintes d'intoxication culturelle. Si je mange la cuisine des autres, je vais devenir un autre. Et donc, il y a une diversité extraordinaire. Je dirais, le régime méditerranéen, ça a été pendant très longtemps une sorte de paradoxe. Puisque si on suivait ce qui était à un moment donné la doctrine officielle, par exemple, tous les Grecs auraient dû être morts depuis très longtemps, compte tenu de la quantité de graisse qu'ils consommaient. Et ça allait complètement à l'envers du discours de diabolisation des corps gras. Et ce qu'il faut regarder d'ailleurs aujourd'hui, c'est comment les derniers textes de l'Organisation mondiale de la santé ne parlent absolument plus de ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement, des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes de mode, qui sont beaucoup plus que ça. Il y a des craintes systématiques par rapport à l'alimentation. Et je crois que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, on a eu peur de ne pas avoir assez. Aujourd'hui, on a peur, dans nos pays, l'apport du manque, ça marque encore beaucoup d'humains. Mais dans nos pays, on a peur de trop ou de mal manger. D'où tous ces débats sur ce qui serait la bonne composition d'un plat. Moi, je crois qu'il y a vraiment cette idée essentielle, c'est que l'alimentation, ça doit satisfaire notre corps dans toutes ses dimensions. À la fois notre corps biologique, mais aussi notre corps onirique, le plaisir, notre corps social, l'importance du partage, notre corps écologique, c'est-à-dire les retombées de l'alimentation. Rappelez-vous, là aussi, ceux qui, comme moi, approchent de la soixantaine, voire un peu plus, comment au moment du premier voyage Apollo, les premiers voyages spatiaux, on avait imaginé pouvoir donner une nourriture purement artificielle, sous forme médicamenteuse. Eh bien, on s'est rendu compte que les astronautes revenaient totalement déprimés. Et maintenant, on leur mijote de bons petits plats. Donc, il y a le contenu de l'assiette qui est essentiel. Et puis, il y a aussi le plaisir que l'on peut avoir au partage. Simplement, un chiffre par rapport à ça. Tout à l'heure, concernant la restauration scolaire, je disais que moi, personnellement, j'étais pour le retour à un service à table. Pourquoi ? Parce que, prenons le chiffre officiel, le temps moyen d'un repas dans un collège sous forme de cafétéria, c'est 14 minutes. Alors que la norme officielle est d'une demi-heure. En 14 minutes, qu'est-ce que j'ai le temps de faire ? Je fais le plein de nutriments, comme je peux faire le plein d'essence avec ma voiture. Mais je ne peux rien construire d'humain. Il n'y a pas d'échange qui peut se faire. Donc revenir à un service à table, ça m'apparaît essentiel pour restructurer l'alimentation, pour redonner du sens. Je voudrais savoir si nous avons encore des raisons de rester optimistes ou si nous nous dirigeons vers une société qui nous entraîne tout droit sur de la science-fiction type Soleil Vert. Alors, premier élément de réponse, optimisme ou pessimiste, très franchement, ça dépend des matins. Mais cependant, je crois qu'on a de bonnes raisons de ne pas désespérer. Mais avant de développer ces bonnes raisons, vous citez Soleil Vert, il y a quelques films extraordinaires concernant l'alimentation. Il ne faut pas négliger l'aile ou la cuisse. Avec Louis de Funès, film des années 70, au moment de l'invention des premières cafétérias, dénonçant ce qu'était à l'époque le phénomène Jacques Borel. Deuxième film extraordinaire, c'est celui que vous citez, Soleil Vert. J'incite vraiment les jeunes générations à le télécharger pour pouvoir le regarder. Troisième film extraordinaire concernant l'alimentation, c'est Le Festin de Babette. Le Festin de Babette, comment une Française ex-communarde est expulsée et comment elle va apprendre au peuple du lointain Nord à bien manger, c'est-à-dire à lier les mets et les mots, à parler à table, l'importance du langage. Autre film extraordinaire qui a fait scandale à l'époque, c'est La Grande Bouffe. La Grande Bouffe sur le lien entre alimentation, sexualité et la mort. Donc, pourquoi peut-on... qu'est-ce qui pourrait nous inciter à désespérer aujourd'hui ? Parce que vous avez raison, il y a des signaux inquiétants. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on va dans le mur.
tout le monde est d'accord pour dire qu'on va dans le mur. N'oublions pas que chaque début août, nous dépassons les capacités de régénération de la planète. Tout ce qui est produit et consommé après le 1er août l'est au détriment des générations futures. Mais le 1er août, c'est une moyenne mondiale. Et comme toute moyenne, ça cache plus que ça ne révèle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est fin février, début mars. Tout ce qui est produit et consommé après cette date l'est au détriment des plus pauvres et des générations futures. En Allemagne, c'est mi-avril. En France, c'est début mai. Tout ce qui est produit et consommé après l'est au détriment des générations futures. Donc il va falloir, c'est évident, réinventer d'autres styles de vie, d'autres modes de vie. Donc tout le monde est d'accord pour dire on va dans le mur, mais il y a ceux qui pensent possible de sauter par-dessus le mur. C'est ce que vous appelez ces scénarios de science-fiction. Et ils vont dans deux domaines. Il y a ceux qui pensent qu'il serait possible d'adapter la planète, c'est-à-dire de prendre le contrôle du climat. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, la géo-ingénierie. Et avec mon équipe, on a chiffré les 100 projets les plus financés aujourd'hui à l'échelle mondiale en matière de contrôle artificiel du climat. Il y a ce projet visant à interposer entre le Soleil et la Terre un immense bouclier composé de centaines de milliers de satellites faisant de l'ombre à la Terre. Il y a le projet visant à répandre des millions et des millions de tonnes de poussière de soufre et d'aluminium dans la stratosphère pour faire baisser la lumière solaire. Il y a le projet visant à repeindre en blanc, grâce à la projection de particules, les nuages gris, là encore pour faciliter la réflexion. Il y a le projet visant à peindre en blanc 12% du globe pour faire baisser la température terrestre de 1 degré. Il y a le projet visant à créer des arbres OGM, mangeurs de CO2, ou à inventer des vaches OGM, n'ayant plus besoin de ruminer et échappant à la maladie de la vache folle. Ou l'idée de jeter dans les océans des milliards et des milliards de balles, comme des balles de tennis de couleur blanche, pour faciliter la réflexion solaire. Ou l'idée de développer des pollinisateurs artificiels pour faire face à la chute drastique des colonies d'abeilles. Et nous ne l'aurons pas, tout est prêt. La foi dans la technoscience, les capitaux, on calcule déjà le retour sur investissement. Donc cette volonté d'adapter la planète, mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. Et mes deux dernières colères, je dirais, concernaient deux personnalités en apparence des deux bords opposés du champ politique. D'un côté, Alain Madelin, l'ancien ministre des Finances de Giscard d'Estaing, et le pape du libéralisme à la française, et d'un autre côté, Jacques Attali, le conseiller des présidents, quel qu'il soit. Et Attali comme Madelin se disent tous les deux fous amoureux de ce qu'on appelle le transhumanisme. Gardez bien ce mot à l'esprit, le transhumanisme, parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Le transhumanisme, c'est l'idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos limites, nos défauts, nos faiblesses, serait inadaptée au monde de demain. Et qu'il faudrait passer à une post-humanité. Alors on n'ose pas dire une surhumanité, mais l'idée est là. Première mutation envisagée, c'est passer de l'homo sapiens que nous sommes, l'homme qu'il sait, à ce qu'il nomme le robot sapien, le cyborg. L'individu appareillé avec des dizaines, des centaines de prothèses techniques, intelligentes ou pas. Et nous ne l'aurons pas, existent déjà sur le marché des équivalents techniques pour presque tous les organes humains. Mais ce qui est en jeu là derrière, comme le dénonce mon ami Jacques Testard, le père scientifique du premier bébé éprouvette, ce qui est en jeu là derrière, c'est bien d'aller vers l'humain augmenté. Mais il ne s'agit pas d'augmenter 8 milliards d'humains. Il s'agit d'augmenter une infime minorité d'humains, c'est-à-dire de cliver l'espèce humaine. Deuxième mutation qu'on nous annonce, mais elle a déjà commencé, c'est de passer de l'homo sapiens que nous sommes à l'homme pharmaceutique. Grand consommateur de médicaments, là aussi c'est déjà bien engagé, mais surtout de substances d'amplification cognitive afin, je cite dans le texte, d'agir sur la composition biochimique du cerveau et de pouvoir se donner croyances et sentiments à volonté. Le prix Nobel suédois, le grand spécialiste des neurosciences, Anders Sandberg, nous dit, je cite dans le texte, « Demain matin, on saura décrypter la formule chimique du sentiment amoureux et on pourra se donner ce sentiment à volonté. » Fin de citation. Ce qui vaut pour le sentiment amoureux vaudrait pour tous les sentiments humains. Le manque d'empathie, la tendance colérique. Ce qui est projeté, c'est un véritable paradis de l'esprit sur ordonnance. Donc il y a d'un côté
ce projet qui peut se réaliser. C'est-à-dire on saute par-dessus le mur, et on va encore plus loin dans la même logique. Et puis d'un autre côté, il y a de multiplier les pas de côté pour créer des alternatives. Et moi, ce qui me donne, je dirais, foi, c'est, je dirais, une bonne nouvelle à la fois économique et culturelle, idéologique. La bonne nouvelle économique, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, l'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la fin de la monde. L'ONU ajoute que si on mobilisait 70 milliards de dollars toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Ces 30 ou ces 70 milliards, rassurez-vous ou inquiétez-vous, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 850 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars. 10 à 15% de l'économie mondiale, à comparer au même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle économique quand même. La planète est déjà bien assez riche pour nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains. Et la bonne nouvelle culturelle, idéologique, c'est que, je dirais, le rêve des 99%, c'est pas de vivre à la façon des 1%. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla, le grand publicitaire du système, qui disait si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Je lui avais répondu à l'époque, j'ai bientôt 55 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe, mais c'est pas d'abord parce que j'en ai pas envie, c'est pas d'abord parce que j'en ai pas les moyens, c'est parce que j'en ai pas envie. Sauf que les puissants n'arrivent même plus à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Et moi, je crois que si on accepte de ne plus regarder les gens ordinaires avec le regard qui est celui des puissants, si on se rend compte que finalement, les milieux populaires, les gens ordinaires, on les définit toujours de façon négative. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En culture, le manque d'éducation. En psychologie, le manque d'estime de soi. En politique, le manque de participation. Tout ça est peut-être en partie vrai, mais ça masque l'essentiel. Les gens ordinaires, ce ne sont pas des riches auxquels ne manquerait que l'argent. Ils ont une autre richesse. Ils ont un autre rapport au monde, un autre rapport au temps, à l'espace, un autre rapport à l'argent, un autre rapport également à la maladie, au vieillissement, à la mort, donc à la vie. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est véritablement de prendre conscience de cette pluralité des mondes, de cette pluralité des modes de vie. Et à ce moment-là, de se rendre compte également, pour pouvoir changer le monde, on a besoin de nouveaux gros mots. Et les gros mots nous viennent, pour l'essentiel aujourd'hui, et bien notamment des pays du Sud. En Amérique latine, on a inventé la notion de buen vivir, de bien vivre, par opposition au bien-être occidental. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. En Inde, on parle de vie pleine. Autant de façons de dire que la solution, elle n'est pas du côté du toujours plus. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, on peut effectivement renouer totalement avec l'espoir. Le grand enjeu, je terminerai là-dessus par rapport à votre question, le grand enjeu, c'est de passer d'une conception, je dirais, de l'existence à une autre. Parce qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à la société d'hyperconsommation. Il faut reconnaître qu'elle nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Il y a de la jouissance à aller toujours plus vite ou toujours plus loin. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, c'est une jouissance d'emprise, le toujours plus de richesse économique, toujours plus de pouvoir sur les autres ou sur la nature. Mais on ne pourra en finir avec cette jouissance d'avoir que si nous sommes capables de lui opposer une autre jouissance, qui est la jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. Il faut donc mettre la fabrique de l'humain au cœur de nos rêves, de nos pensées et de nos actes. Et je dirais, la réflexion sur l'alimentation en fait naturellement partie, mais il y a beaucoup d'autres enjeux. Quel est le fondement des interdits religieux des interdits alimentaires dans les religions? Alors ça, c'est le genre de question qu'on ne peut pas traiter en 2 minutes, parce que ça nécessiterait de définir d'abord ce qu'on entend par le religieux. Mais je vais quand même essayer.
Je crois que le principe de ces interdits alimentaires, c'est pas ce qu'on croit souvent, hein, d'assurer une alimentation qui serait, je dirais, la meilleure sur le plan biologique. Si on interdit le porc dans telle ou telle religion, c'est pas parce qu'on manquait de moyens pour le conserver longuement. Ça, c'est une réinterprétation moderne de la situation passée. Premier élément, c'est que, je le disais tout à l'heure, manger, c'est toujours un acte risqué. C'est faire du moi avec de l'autre. C'est ingérer quelque chose. D'où la nécessité de poser un certain nombre de séparations entre le pur et l'impur. Cette idée que si je mange un aliment pur, je vais me purifier. Si je mange quelque chose d'impur, je vais risquer. Alors si je suis dans le cadre d'une religion croyant en la réincarnation, je risque une mauvaise réincarnation. Et puis il y a des phénomènes aussi, je dirais qu'on peut expliquer historiquement. Par exemple, dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, le porc, c'est l'aliment populaire par excellence. Et la bonne société n'en veut pas. Ce qui fait que très vite, nouvelle religion, les nouvelles religions monothéistes, les toutes premières, vont avoir tendance à diaboliser le porc. Parce qu'effectivement, elles vont prendre le contre-pied de ce qui existe. Lorsque va se développer le catholicisme par rapport à la religion juive, pour se démarquer, le porc est rejeté, donc on va le valoriser. Et la naissance de l'islam va recondamner ce que les catholiques, l'ennemi principal, lui considéraient comme normal. Donc on a à la fois ces phénomènes réflexes, et puis on a ces jeux, je dirais, sur le pur et l'impur. C'est-à-dire que dans toute société, il y a toujours du goût et du dégoût. On ne mangera jamais de tout. Et j'en profite pour répondre à une question qui avait été posée, que j'avais oubliée en passage, par rapport aux insectes. Est-ce que demain, on mangera systématiquement des insectes? J'aurais tendance déjà à dire, il faudrait pour ça qu'il en reste. Puisque vous savez que les insectes sont particulièrement menacés, hein, puisqu'on estime que c'est à peu près 70% à 80% des insectes qui ont disparu. Il y a peut-être, je dirais, un signe encore plus inquiétant, c'est la disparition des vers de terre. C'est aujourd'hui la principale hécatombe. Vous savez que les vers de terre, c'est 80% de la masse physique de tous les animaux. Or, les vers de terre, ils remplissent une double fonction. À la fois une fonction de captation du carbone, mais aussi, à travers les petits trous qu'ils font dans la terre, une fonction d'aération du sol. Ils permettent d'avoir un sol vivant. Donc je reviens à votre question. Il est évident qu'il y a des répulsions, il y a des interdits dans notre culture par rapport à la consommation des insectes. S'imaginer une culture où il n'y aurait pas d'interdits alimentaires, c'est pas possible. Et donc ces interdits peuvent s'exprimer sur le mode religieux, ils peuvent s'exprimer sur le mode diététique. À un moment donné, véritablement, la diabolisation du cholestérol. Mais c'est une forme de religiosité aussi. Et dans mon dernier bouquin sur ma lettre ouverte aux mangeurs de viande, je dis que le véganisme abolitionniste est aussi une forme de religiosité. Un retour à la gnose, à la vieille gnose. C'est-à-dire que, voilà, manger, c'est pas simple. Et donc, forcément, le religieux a son mot à dire dans ce domaine-là. Alors, je réponds ça d'un point de vue non religieux. Oui, j'ai pas une question à poser, j'ai une expérience assez traumatisante à raconter, à partager avec vous. Voilà, nous faisons généralement un repas de famille le dimanche à midi, pas très longtemps. Les enfants qui ont 26, c'est pas un enfant, enfin une jeune femme de 40 ans qui est dans nos amis, sont présentés d'abord en retard au repas, très en retard, et puis ensuite on a commencé à parler du fait que voilà, pour moi, il est assez légitime d'attendre que le repas soit un mets partagé. Et pour eux, cette attente, enfin ce qui est mon attente, n'est absolument pas légitime. C'est-à-dire qu'ils pensent que on peut être les uns à côté des autres, manger des choses différentes, mais je n'ai absolument aucune raison de pouvoir imposer ou de chercher à imposer ce qu'on mange à ceux qui mangent avec moi.
Alors je voudrais que vous m'aidiez à défendre cette option. Alors sur le retard, d'abord, mais c'est une boutade. On disait que le fait d'être à l'heure, c'était la politesse des rois. C'est-à-dire que lorsqu'on peut tout se permettre, la seule chose qu'il faut encore respecter, c'est d'être à l'heure, parce qu'effectivement, le retard est une forme de mépris des autres. Il y a un excellent film, mais ça me reviendra tout à l'heure, qui traite, c'est Cuisine et dépendance, qui traite de beaucoup d'autres choses. Mais il y a toute une réflexion sur le retard, aussi dans Cuisine et dépendance. Ce que vous nous présentez, c'est une figure de la modernité par excellence. C'est-à-dire ces familles où on joue à frigo ouvert, où chacun veut manger au moment où il le souhaite ce qu'il souhaite. Je dirais que c'est effectivement une forme de déstructuration de la table. Et dans notre civilisation, qui est beaucoup plus qu'une culture, dans notre civilisation, eh bien, manger ensemble, c'est pas manger parallèlement, c'est partager. Alors ce partage, il doit tenir compte bien sûr des goûts et des dégoûts des uns et des autres. Mais l'idée que, mais y compris au restaurant d'ailleurs de plus en plus, quand vous regardez les cartes de restaurants du 19e siècle, il y avait beaucoup de plats pour 2 ou pour 4. L'idée c'était de commander la même chose. Parce que manger la même chose, c'est déjà une façon de communier. Aujourd'hui, au restaurant, on a des commandes très éclatées, à tel point qu'on ne respecte même plus les règles de base du service, qui voudraient que tout le monde ait son plat en même temps. Et ça gêne plus dans beaucoup de restaurants d'apporter un plat et 10 minutes après d'apporter le plat suivant. Ça, je dirais, c'est au-delà de l'impolitesse. C'est vraiment un changement de culture, un changement de civilisation. Pensez qu'aux États-Unis, nous en sommes aujourd'hui à 12 prises alimentaires en moyenne par jour. C'est-à-dire qu'on n'arrête plus de manger, donc on ne passe plus à table. Et on réduit l'alimentation à une dimension, qui est la dimension biologique. C'est-à-dire on mange pour avoir la forme sans les formes. Avec effectivement la contrainte de la minceur. On mange pour avoir la forme sans les formes, mais on évacue totalement les autres dimensions. Eh bien, la réponse, c'est quel type de société souhaite-t-on avoir ? Et il y a d'autres cultures où ça passe pas par la table. Prenez, dans la civilisation hindoue, on mangeait assis côte à côte, et non pas face à face. Parce qu'on avait tellement la conscience que manger était une opération risquée, puisqu'éventuellement je pouvais aussi avaler des moustiques, et que ça pouvait être gênant pour ma réincarnation future, qu'il fallait être absolument concentré, on ne parlait pas à table. Donc on avait d'autres formes et d'autres lieux de socialisation. Mais c'est vrai que, notamment en France, le repas familial, c'est quelque chose qui se maintient. Mais le repas familial, c'est aussi partager le même mets. C'est pas chacun mange en sortant, je dirais, du frigo ce qui lui plaît. Mais j'irai plus loin. Regardez aujourd'hui la crise de la restauration collective. Comment beaucoup de comités d'entreprise ont non simplement sous-traité les cantines d'entreprise à des géants comme la Sodexo, mais ont préféré, parce que des fois les gens le préfèrent, des tickets restaurants plutôt que le restaurant d'entreprise. Le ticket restaurant, c'est le retour de la gamelle. C'est chacun pour soi. Le restaurant d'entreprise, ça permettait de créer du collectif. Ça permettait de discuter. Et quand on parle aujourd'hui de la casse des collectifs au travail, il y a les modes de management, mais il y a aussi ça. Donc, quel type de société veut-on ? Le vrai débat est là. J'ai entendu dire que si les gens avaient faim, c'était pas parce la terre manquait de nourriture, mais que dans certains pays, la structure obligatoire pour pouvoir transporter la nourriture là où il y en avait, à l'endroit où il n'y en avait pas assez, manquait, parce que l'État n'avait pas créé de routes ou de moyens de transport qui permettaient de transporter justement la nourriture.
Et il me semblait que ce n'était pas parce que la terre ne produisait pas suffisamment de nourriture que les gens avaient faim, mais c'est à cause des destructions par les guerres ou par d'autres fléaux, mais surtout les guerres, dont le résultat est que des gens les plus pauvres sont privés de nourriture. Et vous avez totalement raison. C'est-à-dire que la Terre est capable, d'après aussi bien le Fonds agricole mondial que d'après l'ONU, de nourrir 10 à 12 milliards d'humains. Je dirais qu'il n'y a pas un humain de trop sur Terre. Il y a trop d'hyperconsommateurs. On ne pourrait pas vivre à 1,5 milliard de Nord-Américains. Mais on pourrait très bien vivre à 18 milliards de Maliens. La question, c'est celle du style de vie, du mode de vie. Dire, est-ce qu'on a un mode de vie, un style de vie qui rend possible la vie des autres? Et dans l'exemple que vous évoquez, il est évident que la casse de l'agriculture qu'on appelait vivrière, donc une agriculture locale, a une responsabilité considérable. Parce que cette agriculture locale, non simplement elle n'avait pas besoin d'être transportée, d'être déplacée, et qu'elle permettait largement aux communautés villageoises de vivre dans une quasi-autarcie. Et puis, elle permettait aussi de produire ce qui était adapté sur le plan du sol, sur le plan du climat. Mais là, nous avons, je dirais, non simplement des phénomènes économiques qui relèvent de la concentration, de la mainmise aujourd'hui de quelques firmes sur les semences mondiales, mais nous avons aussi un phénomène d'ordre culturel. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous avons 1,9 milliard de jeunes entre 15 ans et 25 ans qui communient dans les mêmes marques, et notamment dans les mêmes marques alimentaires. C'est-à-dire que nous cassons aussi les cultures populaires africaines, les cultures populaires en Amérique latine, en Inde. Mais comme nous avons cassé largement les cultures populaires chez nous. Il y a encore pas si longtemps, on opposait concernant la France le lapin paysan, le porc ouvrier et le veau bourgeois. C'est-à-dire que chaque milieu social avait sa propre table avec la même authenticité et la même fierté. Aujourd'hui, c'est poulet pour tout le monde, oui, mais c'est pas le même. Pour une infime minorité, c'est du poulet fermier bio, et pour une immense majorité, c'est de la volaille de batterie. Ça veut dire qu'on a transformé les cultures populaires, sur le plan alimentaire, mais au-delà, en sous-produits de la culture dominante. Et moi, je crois qu'il est nécessaire, si l'on veut assurer un devenir à 8, 9, 10 milliards d'humains, eh bien de relégitimer ces cultures populaires. Et donc, ça veut dire aussi de développer, de relocaliser nos activités face à la globalisation, d'apprendre aussi à ralentir face au culte de la vitesse, de redévelopper l'idée coopérative face à l'esprit de concurrence, de développer la gratuité face à la marchandisation. C'est-à-dire qu'on a effectivement plusieurs gros chantiers, mais qui, à mes yeux, sont en plus des chantiers jouissifs. Vous nous avez démontré effectivement qu'il est bien de bien se nourrir, dans le prolongement de bien produire. Je voudrais souligner aussi qu'il est bon de bien acheter, on va dire simplement d'acheter de proximité. Et je voulais attirer l'attention de l'assistance, bien sûr, sur nos marchés, mais sur le fait qu'on vient de décider de fermer la halle fermière, comme ça, brutalement, soi-disant parce que c'est pas suffisamment rentable, mais c'était aussi la possibilité d'acheter en proximité des produits locaux. Oui, je sais pas trop si j'ai hésité à parler de ce sujet-là. C'est pas que ça me concerne moi directement, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai entendu parler d'un mouvement, je sais pas si vous connaissez, dans la salle, je sais plus le nom exactement, mais de gens qui mangent plus du tout. Alors on a entendu parler de Marthe Robin, bien sûr, mais des gens qui sont laïcs, enfin, je crois que ça a été en Australie, tout ça. Moi, je suis allée à une conférence à Lyon. Voilà, Respirien, il me semblait bien, oui, j'étais pas sûre. Et bon, moi, je me dis toujours, bon, au début, on croit que c'est pas vrai, que c'est de la foutaise, mais c'est tout à fait vrai. Et je me dis, quand on nous fait
peur en nous disant qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde et que du coup, eh bien, une fois j'ai vu à Paris, j'étais, je sais plus où, à la Villette, je sais plus, on voyait tous ces scientifiques qui disaient au public, et moi j'avais mes petits-enfants, et je me dis, mais ça sera horrible pour eux. On nous parlait de fabriquer à partir de la chimie pure et simple des aliments. Bon, bref, je me dis, c'est peut-être une piste, parce qu'il y aura peut-être, ça va pas attirer tout le monde, mais peut-être, on va peut-être vers un allègement de notre alimentation. Nous, quand on compare comment ça s'appelait, là, les menus qu'on faisait avant à tout le monde pour les mariages, enfin, toutes les fêtes, il y avait des menus. On nous présentait le repas et devant notre assiette, et il y en avait, même dans nos familles simples, et il y en avait à rallonge, et puis maintenant on se dit mais on pourrait plus l'ingurgiter, tout le monde le dit ça, et quand on parle des gens qui étaient riches, bien sûr les riches, plus en avant dans l'histoire, c'est énorme ce qu'ils pouvaient. Alors je me dis, on n'a peut-être pas les mêmes organismes, on va peut-être vers une spiritualisation, éthérisation, je sais pas quoi, et donc peut-être qu'on mangera moins et avec plus de conscience peut-être justement, et que la conscience peut remplacer la matière, enfin bon. Alors j'avoue mon incompétence totale par rapport à ces domaines-là, mais j'aurais envie d'ajouter de façon provocante, mais c'est une provocation à penser, que même si c'était possible, c'est pas un choix que je ferais. C'est pas un choix que je ferais parce que ce qu'on mange, c'est pas seulement des nutriments. On mange des symboles, on mange de la culture, et que la table n'est pas simplement une contrainte. La table est une chance extraordinaire pour créer du lien, pour faire des découvertes. Y compris, moi je suis un militant de la relocalisation, mais découvrir la table des autres cultures, c'est aussi un voyage merveilleux. Donc, je dirais que si certains pensent pouvoir se passer de tout nutriment, je dirais c'est libre à eux. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de ça pour partager la Terre à 8, 10, 12 milliards. Il suffit effectivement de revenir à une agriculture responsable et je dirais d'apprendre à marcher sur nos deux jambes. Nous savons globalement ce qu'il faut faire en matière de nouvelles politiques agricoles. Mais nous avons totalement perdu l'idée de politique alimentaire. Et je crois que c'est que si on redonne du sens à notre alimentation, que si on prend au sérieux, par exemple, la restauration sociale, scolaire, d'entreprise, etc., qu'effectivement, on peut être capable de répondre aux besoins de la planète, qui sont des besoins à la fois biologiques, culturels, qui sont des besoins dans tous les domaines. Oui, il est extrêmement difficile de lutter quand on voit par exemple ce qu'on nous impose avec l'huile de palme, qui a inondé, il suffit de regarder les étiquettes des produits, l'huile de palme est partout, et ça va même jusqu'à l'esclavage des enfants, puisque récemment, il y a eu un reportage en Côte d'Ivoire où on a vu des gamins de 7 ans qui sont déportés du Burkina Faso, qui sont esclaves, ils ne sont absolument pas rémunérés, et on les fait trimer, en semant d'ailleurs du glyphosate au passage. Ils ont une petite sulfateuse, ils mettent du glyphosate et ils plantent des palmiers à huile de palme. Et on sait qui est derrière tout ça, bien sûr. Donc moi je suis combative, mais assez pessimiste. Quand je vois que le blé est coté en bourse, quand je vois qu'on a spolié les paysans en Roumanie pour regrouper leurs terres dans les mains d'un seul homme, je suis très inquiète quand même. Je crois qu'une partie de la réponse à la question que vous posez, c'est d'acheter au maximum des produits peu transformés ou non transformés. Je dirais que moins un produit est transformé, déjà mieux il est sur le plan médical, sanitaire, et deuxièmement, plus il échappe aux grandes firmes économiques. Vous avez la chance, c'est évident, de pouvoir largement bénéficier
d'une agriculture locale, donc de circuits courts. Et je crois qu'il faut vraiment défendre, il faut les vivifier sur le plan individuel. Mais je dirais que là, sur le plan individuel, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais il y a un domaine où, ensemble, on peut beaucoup. C'est concernant l'alimentation, la restauration de nos enfants. L'alimentation, la restauration de nos anciens. Je voudrais vous donner un exemple pour terminer. C'est celui d'une petite ville. La ville de Montsartou, à côté de Cannes. La ville de Montsartou, c'est une ville qui est passée à 100% de bio local pour les cantines scolaires. Alors comment ont-ils fait? Ils avaient déjà créé une régie municipale pour la restauration. Mais ils peinaient à dépasser 60% parce qu'ils ne trouvaient pas suffisamment de bio. Et coup de génie, quelqu'un au conseil municipal a dit « Mais si on créait une régie municipale fermière ?» La ville disposait de terres, ils en ont acheté d'autres. Ils ont installé 2 paysannes chargées d'approvisionner toutes les écoles de la ville, chargées d'approvisionner les maisons de retraite et EHPAD. Et il y a même aujourd'hui un surplus qui permet de faire des paniers bio pour toute la population à un prix très très faible, quasiment gratuitement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette restauration collective 100% bio, elle coûte moins cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé parallèlement une lutte contre les gaspillages. Ils ont réduit de 70% le gaspillage dans les cuisines et dans les assiettes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le coût matière, c'est-à-dire le coût des denrées qu'il y a dans les assiettes, est plus faible à Montsartou avec 100% de bio local que partout ailleurs en France avec une alimentation relativement peu biologique. Donc on peut démocratiser le bio. Alors ils ont fait des choix techniques. Il ne s'agissait pas que les fruits et les légumes soient mûrs l'été au moment où les enfants étaient en vacances. Donc ils ont installé des serres. Alors c'est vrai que sur votre plateau, à 1000 mètres d'altitude, c'est plus compliqué. Mais je crois qu'on doit toujours avoir ce souci. Montrer que c'est possible. Montrer qu'il y a des alternatives. C'est-à-dire de reprendre le pouvoir sur notre alimentation. Parce qu'effectivement, un certain nombre de grandes firmes, au niveau de la production, de la distribution, aujourd'hui souhaitent s'approprier nos estomacs. Et s'approprier nos estomacs, non pas pour nous apporter une alimentation satisfaisante, ni biologiquement, ni culturellement, mais pour remplir en priorité leur coffre.